sensibilisation, production et émission sont lancées par les médias en lien avec la réponse contre le Covid-19. Et pour tenir le public informé, les journalistes mettent leur propre sécurité en danger. L'impact économique du Covid-19 est ressenti aussi dans le monde des médias. Bonjour et bienvenue dans Instant Covid-19 sur Web Radio Djena. Je suis Edwige Apedo. Nous recevons pour ce numéro Marc Abofran, secrétaire général du CONAP. Marc, bonjour. Bonjour Edwige et bonjour à tous les fidèles de Web Radio Djena. Comment vous allez? Je vais à merveille, j'espère que vous aussi. Nous allons très bien ici à Web Radio Djena. Comment se porte le secteur de la presse aujourd'hui? Le secteur de la presse, comme tous les autres secteurs d'ailleurs, est touché de plein fouet par la crise du coronavirus. Mais il y a aussi une réalité, c'est tout comme les médecins qui sont au front ou encore dans un certain nombre de pays, les militaires, les forces de sécurité. La presse aussi est au front dans le cadre de cette pandémie. Et comme vous le rappelez tout à l'heure, la presse subit doublement cette pandémie parce que non seulement elle doit rester au front, donc continuer par travailler, mais les moyens dont elle dispose pour assurer efficacement ce travail-là ne sont pas au rendez-vous. Et c'est pour ça que cette crise véritablement a un impact très dur sur le secteur des médias. Et parlant, on sait qu'également vous êtes directeur de publication d'une presse en ligne. Vous nous rappelez le nom? Élite d'Afrique, le www.elitedafrique.com. www.elitedafrique.com. Et en rapport avec la presse en ligne, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans l'organisation du travail? Ce qui a changé dans l'organisation du travail, c'est que nous avons supprimé, nous, à notre niveau, toutes les rencontres présentielles à la rédaction. Et donc, tous nos collaborateurs sont passés en travail à distance, c'est-à-dire nous ne tenons plus de conférences de rédaction quotidiennes comme nous avons l'habitude de faire. C'est vrai que nous avions déjà un certain nombre de collaborateurs qui travaillaient à distance, mais aujourd'hui, la quasi-totalité de nos collaborateurs travaillent à distance. Eh bien, puisque, contrairement à la presse écrite, nous continuons par travail à plein temps, devant informer le public sur la maladie elle-même, sur les mesures de riposte prises par les différents gouvernants et puis sur l'évolution de la maladie. Donc, la presse en ligne continue de faire son travail de plein fouet. Malheureusement, nos modèles publicitaires qui sont essentiellement basés sur des recettes publicitaires n'arrivent pas à prospérer dans cette période. Mais la presse en ligne reste quand même très à cheval sur le travail en cette période. Et si nous revenons à la presse écrite elle-même, au niveau du CONAP, comment vous suivez vos différents membres? Au niveau du CONAP, depuis le début de cette pandémie, alors je vais d'abord peut-être réagir sur comment la presse écrite se prend. Oui. Vous savez, la crise touche tous les secteurs des médias, que ce soit la presse en ligne, la presse écrite aussi. La radio comme la télévision. La radio comme la télévision. Et beaucoup de médias, presse écrite, n'ont plus la possibilité, puisque les gens ne vont plus au contact, ne vendent plus. Et nous avons beaucoup, voire la quasi-totalité même des médias papier aujourd'hui, qui ont suspendu leur parution papier. Et donc, ceux qui ont des sites web ou ceux qui ont des éditions digitales continuent par faire leur parution avec la disponibilité de ce contenu-là, donc sur les médias sociaux. Mais la plupart n'impriment plus. Et donc, vous allez constater, on ne voit plus les journaux dans les kiosques, au niveau des carrefours, chez les vendeurs à la sauvette, on ne voit plus ça. Et cet impact est réel. Donc, nous, au niveau du CONAP, la première chose que nous avons recommandé aux différents médias dès l'avènement de cette crise-là, c'est de privilégier, dans la mesure du possible, le travail à distance. Et nous avons même recommandé aux radios et télévisions, qui sont aussi membres du CONAP, de délocaliser les interviews, de ne plus forcément recevoir leurs invités en studio, mais de privilégier des techniques de direct, que ce soit par téléphone ou par d'autres moyens de communication. Nous avons également, vous savez, puisque la presse doit continuer son travail, comme je le disais, essayer de fournir le nécessaire aux journalistes et à ces médias-là pour qu'ils puissent se protéger pendant cette période. Je parle notamment de masques de protection, de gants que nous avons fournis, mais aussi de gel hydroalcoolique, de dispositifs de lavage des mains que nous avons essayé de fournir à un certain nombre de rédactions. Notre prochain travail, c'est de travailler à renforcer les ressources financières
des rédactions qui sont bien évidemment impactées par cette maladie. Et qu'est-ce que vous faites à ce niveau, parlant de la mobilisation de ressources financières à l'endroit des différents médias? Qu'est-ce que le CONAP fait? Au niveau de la mobilisation des ressources financières pour les médias, nous faisons un plaidoyer au niveau de nos différents partenaires. Le premier étant bien évidemment le gouvernement. Nous avons fait comprendre au gouvernement qu'il était important de donner les moyens aux médias, d'autant plus que, comme le corps médical qui a les moyens, comme tous ceux qui sont au front ont les moyens, les médias devraient avoir les moyens pour permettre au pays de survivre en cette pandémie-là. Et je pense qu'en ce sens, le gouvernement quand même a eu à faire un geste à l'endroit des médias à travers cette augmentation spéciale de l'aide de l'État à la presse qui est disponible chaque année. Au-delà de ça, nous continuons quand même, au-delà du gouvernement, à solliciter toutes les bonnes volontés qui peuvent... nous avons eu beaucoup de citoyens, d'individus, d'entreprises qui se sont engagés et ont engagé leurs responsabilités sociales avec nous en fournissant que ce soit du gel hydroalcoolique, du matériel de lavage des mains. Certaines entreprises même sont allées plus loin en fournissant de la publicité, parce que vous savez, communiquer en cette période, il y a beaucoup d'entreprises qui ne communiquent pas, et certaines entreprises ont quand même, avec le CONAP, essayé de communiquer. Sur cette pandémie, je veux parler de FH et Bolloré notamment, qui ont travaillé avec nous dans ce sens. Nous faisons le plaidoyer aussi également au niveau des partenaires financiers du Togo. Je veux parler de pays comme la France, l'Allemagne. La France notamment a répondu en nous offrant un certain nombre de matériel à tous les médias récemment. Et donc je pense nous continuons quand même par faire les sollicitations au niveau de tous ceux qui ont la bonne volonté d'aider la presse, parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire un don de manière volontaire ou d'être une bonne volonté, mais il s'agit aussi d'aider toute la population à survivre à travers cette pandémie. Alors, parlant de la presse en général, aujourd'hui, vous l'avez dit, les partenariats, certains ont annulé leurs demandes. Aujourd'hui, la presse ne se base que sur des communiqués et autres, parlant de la radio et de la télévision. Même ces communiqués également sont réduits. Quelle stratégie vous pensez que les médias doivent mettre en place pour pouvoir survivre? La première stratégie que nous avons recommandée à tous les médias, c'est la réduction des charges. C'est vrai que c'est difficile dans cette période, mais il faudrait commencer par réduire les charges. Et non seulement revoir à la baisse tout ce qui est dépenses que la radio doit engager. Et donc, au-delà de cette réduction des charges, nous avons demandé également aux médias d'explorer d'autres pistes de financement. Il y a des pistes de financement innovants aujourd'hui, il y a les crowdfunding, il y a plein de pistes de financement que nous recommandons aux médias. Nous savons tous que nous sommes en crise et pendant les crises, il faudrait que le gouvernement qui a mis en place un fonds de riposte pense aussi aux médias dans le cadre de la relance économique. Ouais. Et je pense que si nous avons de la chance, c'est ce qui va se faire peut-être dans les prochaines jours. Plusieurs journalistes se plaignent sur leurs conditions de vie et de travail depuis avant même la crise liée au coronavirus. Aujourd'hui, avec la crise, on sait que vous êtes patron de presse et vous êtes dans une organisation de patrons de presse. Comment vous faites pour pouvoir protéger les employés pour qu'ils ne perdent pas leur boulot, on va dire? Oui, vous savez, c'est une question qui est récurrente. C'est vrai que moi, je suis patron de presse moi-même et responsable d'une organisation de patrons de presse. Secrétaire général du CONAP. Mais avant ça, j'étais journaliste et je connais la condition des journalistes. C'est vrai que nos journalistes sont dans une condition très précaire. Et souvent, les gens font l'amalgame en faisant croire que les patrons ne veulent pas de bonnes ou les meilleures conditions possibles pour leurs journalistes. Mais nous, au niveau du CONAP, nous disons que ceux qui animent les rédactions sont les plus importantes. C'est eux qui font de nous des patrons. Si moi je suis patron, c'est parce que j'ai des collaborateurs qui derrière font le gros du travail. Et donc, pour moi, c'est la qualité des conditions dans lesquelles ces personnes sont. C'est ça même qui fait le patron que nous sommes. Et donc, la première chose, je disais tout à l'heure, de faire la réduction des charges, nous avons recommandé à ce qu'on n'aille pas qu'on aille vers la préservation de l'emploi. Parce que quand on parle de réduction des charges, beaucoup de personnes pensent immédiatement à réduction de l'effectif salarial. Mais nous avons demandé expressément à nos membres de ne renvoyer personne, surtout pendant cette crise-là. Et nous faisons l'effort au niveau de... Vous savez, le CONAP est une grande organisation. Nous avons un certain nombre de ressources
nous mobilisons aussi des ressources que nous essayons de mettre à disposition de nos membres. Et comme vous le dites, la condition du journaliste togolais demeure précaire. Et ça, c'est un combat de tous les jours que nous menons. Et c'est une condition aussi précaire à cause de l'environnement dans lequel nous sommes. C'est parce que, vous savez, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui s'en sortent facilement dans notre pays. Nous sommes dans un pays même où tout est précarisé. Et donc, le journaliste vivant dans cette société-là est aussi précaire. Et donc, c'est vrai que le coronavirus va encore précariser plus les journalistes. Mais notre combat au quotidien, c'est de renforcer les moyens des patrons de presse. Parce que nous estimons qu'un patron dont les moyens sont renforcés, ce sont des employés qui seront mieux traités. Des employés qui sont mieux traités, c'est une meilleure qualité de travail et donc une meilleure prestation à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et à nos lecteurs. Est-ce qu'il y a un suivi qui se fait par rapport à la préservation des emplois au niveau des différents patrons? Oui, bien évidemment. Actuellement, il y a un suivi qui se fait. C'est vrai que beaucoup de médias ont dû mettre un système de rotation en place pour un certain nombre. Certains même ont mis fin à leur rédaction, mais ces journalistes continuent pas à percevoir leur salaire. En tout cas, au niveau du CONAP, ça fait partie de nos engagements, c'est de préserver l'emploi à tout prix. Mais comme je vous le dis, c'est une question de ressources. Et nous espérons vivement, comme dans beaucoup de secteurs, que le gouvernement va faire un geste à l'endroit de ces médias-là pour que nos emplois soient préservés. Alors, vous êtes sur Web Radio Diena dans Instant Covid-19. Nous sommes aujourd'hui avec Marc Abofran, le secrétaire général du CONAP. Alors, on parle de l'impact du coronavirus sur les médias. On sait qu'aujourd'hui, économiquement parlant, les journalistes et les médias même en général ne tiennent plus. Mais ils sont toujours devant la scène, la sensibilisation continue, les reportages par rapport au bilan de la situation au Togo et autres. Quels sont les moyens que les journalistes doivent prendre pour pouvoir se protéger eux-mêmes? Je le disais tout à l'heure, nous avons rappelé au début dans un communiqué, le CONAP a rappelé un certain nombre de mesures indispensables. Et ça, c'est d'abord les gestes barrières que les journalistes ont recommandé aussi aux médias de procéder à la désinfection régulière de leur lieu de travail, du matériel de travail que les journalistes utilisent. On dit même aux journalistes qu'il est important que chacun à son niveau individuel respecte les gestes barrières parce que les journalistes font partie de la couche de la population la plus exposée à la maladie. L'autre chose que nous disons, c'est qu'au-delà de se protéger par rapport à la maladie, le journaliste ne peut pas arrêter son travail. Et il faudrait que le gouvernement prenne conscience parce qu'il y a un état d'urgence sanitaire qui est décrété. Par rapport à cet état d'urgence sanitaire, il y a un certain nombre de couches qui doivent continuer leur travail. Et c'est à bon escient que, par exemple, un programme comme Novici a été initié pour la grande majorité. Les journalistes ne font pas partie de ceux qui vont bénéficier, ceux qui bénéficient de ce programme-là. Et donc, il faudrait que le gouvernement pense à mettre en place un programme spécial d'aide aux journalistes pour leur permettre de traverser la crise, mais de continuer leur travail, parce que j'imagine un peu, si les médias n'étaient pas présents en cette période particulière, ce qu'aurait été une maladie. Les médias ont permis à toute la population de se préserver, ont permis au gouvernement d'avoir une riposte plus ou moins efficace. Il faudrait qu'en retour, qu'on leur donne les moyens de continuer ce travail-là. Le gouvernement a augmenté l'aide de l'État à la presse pour cette année, mais certains journalistes ont soulevé la question de la répartition de l'aide de l'État. Aujourd'hui, au niveau du CONAP, qu'est-ce que vous faites? On sait que vous êtes patron de presse, vous allez protéger vos intérêts. Comment doit se faire la répartition aujourd'hui, puisqu'on est en période de crise? Oui, vous savez, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation spéciale Covid, mais l'aide de l'État à la presse reste l'aide de l'État à la presse. Et il y a des critères pour y accéder. Et parmi ces critères sont définis dans la loi et dans un décret. Et donc, ce n'est pas des choses qu'on change du jour au lendemain. Mais nous disons que le gouvernement a fait un geste par rapport au Covid. En dehors de l'aide de l'État, oui, en dehors de l'État, programme. En dehors de l'État, l'aide de l'État est déjà donnée. Ouais. Nous disons aujourd'hui qu'en dehors de l'aide de l'État, il faudrait un autre programme spécial qui ne soit pas lié par les mêmes conditions strictes sensu de l'aide de l'État à la presse, ou bien de la répartition de l'aide de l'État, mais qui soit plus inclusif
qui soit plus inclusive, qui permette à tous les médias, surtout aux médias en ligne, qui sont exclus aujourd'hui de l'aide d'État à la presse. Il faudrait un programme particulier qui leur permette véritablement de pouvoir se soulager un temps soit peu et de continuer surtout leur travail au profit des populations. Sur cet aspect, quelles sont les démarches que vous avez eu à entreprendre? Nous avons entrepris beaucoup de démarches. Vous savez, quand il est question de lobby, je ne vais pas raconter tout ce qu'on a fait sur un média, mais retenez simplement que nous avons vu tous ceux nous avons fait des démarches à l'endroit de tous ceux qui sont des décideurs dans ce cadre-là et de tous ceux qui sont des partenaires techniques et financiers pour soutenir la presse dans cette période particulière. Alors, pour limiter au maximum, on va dire, les contacts et réduire les risques de contamination liés au coronavirus, il est recommandé de recourir aux nouvelles technologies de l'information. Je veux parler de l'Internet, les réunions, le télétravail qui est aujourd'hui conseillé aux entreprises. Est-ce que ce type de service est bénéfique à la presse togolaise? Oui, bien évidemment, mais tout dépend aussi de quel type de presse et de quel rôle vous jouez dans les rédactions. C'est-à-dire, le télétravail peut être approprié, mais pas pour tous les postes dans les rédactions. Quand on a un présentateur, par exemple, ne peut pas faire du télétravail, un animateur de journal ne peut pas faire du télétravail, une présentatrice télé ne peut pas, un technicien, un régisseur ne peut pas faire du télétravail. Mais un reporter, par contre, peut faire du télétravail. Et donc, ce que nous avons mis en place, nous avons demandé aux patrons d'examiner dans leur rédaction tous les postes qui étaient susceptibles de ne pas être exécutés en présentiel. Et c'est les types de médias qui arrivent véritablement à bien exécuter cela, c'est la presse en ligne et la presse écrite. Parce qu'on peut aujourd'hui gérer, manager toute une rédaction sans forcément imposer une présence physique. Et je pense que c'est ce que la presse en ligne utilise aujourd'hui pour se développer. C'était déjà utilisé en tout cas par un certain nombre de médias avant même le début de la crise. Et donc, j'estime que ça peut continuer. Par contre, au niveau des médias comme la radio et la télé, un certain nombre de postes peuvent être mis en télétravail, mais pas tous les postes. Et donc, il revient au patron de chaque entreprise de faire une analyse situationnelle de sa rédaction et de mettre en place tout ce qu'il faut, non seulement pour protéger les journalistes, mais pour se protéger lui-même également. Alors, à chaque crise, on va dire, chaque crise présente aussi bien des avantages que des inconvénients. Quelles sont les opportunités que le Covid-19 a apportées aujourd'hui au secteur de la presse? Opportunité particulière, c'est quelques annonceurs qui viennent communiquer sur le Covid. Vous savez, certains profitent de cette crise-là pour communiquer soit sur les mesures sanitaires et donc c'est en réalité des opportunités. Mais pourquoi nous ne voulons pas faire le lit de ces opportunités-là? Parce que pour évaluer véritablement une opportunité, ça doit être par rapport aux contraintes qu'on a. Et les contraintes que nous impose le Covid aujourd'hui sont tellement énormes que les opportunités qu'elles représentent pour nous ne sont absolument rien. Et c'est pour ça que nous estimons qu'il y a un certain nombre d'opportunités, mais les contraintes sont énormes. Alors, parlant toujours de la crise sanitaire, il y a une question qui revient par rapport à l'éducation civique en rapport avec cette crise. Aujourd'hui, est-ce que cette crise ne repose-t-elle pas à la question de l'éducation civique des citoyens sur les médias? Oui, bien évidemment. Vous savez, beaucoup de médias étaient engagés dans ce processus d'éducation civique, là, encouragé par le gouvernement. À l'époque où M. Ungbo était Premier ministre, entre-temps, ça a été abandonné. Mais un certain nombre de médias ont continué, d'autres pas. Mais je pense qu'il y a une crise d'éducation civique dans le pays lui-même. Et cette crise a cette répercussion parce que les médias aussi ne s'attardent pas sur cette éducation civique. Et la crise du coronavirus vient rappeler à tout le monde qu'il est important, voire indispensable même, de reprendre l'éducation civique sur les médias. Et ne serait-ce que pour les règles d'hygiène de base. Et donc, à mon avis, je pense que les médias prennent conscience aujourd'hui. On commence par avoir de belles émissions comme Instant Covid, par exemple, qui fait beaucoup de sensibilisation. Sur d'autres médias également. Ce qu'il faut espérer, c'est que ce élan continue, même après la fin de la pandémie. Et surtout, que le gouvernement puisse mettre les moyens
à disposition de ces médias-là. Parce qu'avant tout, les médias font un service d'utilité publique. Et quand c'est un service d'utilité publique, celui qui peut encourager, celui qui peut donner les moyens, c'est l'État. Puisque de toute façon, ce sont les ressources de nous tous qui sont réparties. Et on sait que le plus souvent, les médias sont tournés vers la politique. Les émissions et autres, la majorité concerne la politique. Parlant de l'éducation civique, vous ne pensez pas qu'au niveau du CONAP, il faille mettre en place un programme pour amener les différents médias à pouvoir former, sensibiliser les citoyens? Nous avons mis déjà un programme pour la sensibilisation à l'éducation civique au niveau du CONAP. L'objectif était pour nous de former les médias et les journalistes, d'abord eux-mêmes, pour qu'ils soient bien outillés avant d'aller parler. Vous savez, avant même la crise du coronavirus, notre pays a eu des épisodes politiques où l'incivisme notoire de nos populations a été mis à nu. Et donc, nous avons depuis l'époque mis en place un programme, un certain nombre de formations même dans ce cadre ont été faites. Nous continuons, mais vous savez, comme je le dis, il y a des contraintes aussi. Et pour engager ce genre de programme, il faudrait avoir des partenaires financiers qui acceptent de s'investir sur cette thématique. Malheureusement, c'est une thématique que tout le monde trouve importante, mais il n'y a pas beaucoup de partenaires techniques et financiers qui sont prêts aujourd'hui à engager des ressources dans l'éducation civique et citoyenne. Et nous espérons qu'avec cette crise du coronavirus, cette donne-là va changer pour que nous puissions mobiliser les ressources pour finaliser, puisque ce programme-là, il y a des, mais pour finaliser ou en tout cas faire une nouvelle phase de ce projet et l'étendre à tous les médias du pays. Est-ce qu'il faut attendre des partenaires avant de réaliser des émissions sur l'éducation civique, d'écrire des articles à chaque parution sur l'éducation civique ou bien d'avoir des colonnes destinées à l'éducation civique? Oui, il ne faut pas attendre les médias, il ne faut pas attendre les partenaires. Les médias ont déjà ce rôle-là d'éducation. Mais cela ne se ressent pas sur le terrain. Oui, il y a un certain nombre qui fait. C'est vrai que ce n'est pas la majorité. Il y a un certain nombre. Mais le véritable problème, c'est le défaut de formation des journalistes eux-mêmes sur ces questions-là. Et pour faire ces formations-là, c'est vrai, les ressources du CONAP, quelles qu'elles soient, demeurent limitées pour engager des actions de ce genre. Et non seulement les ressources financières, mais aussi les ressources techniques des fois. Et ce ne sont pas... Il faut mobiliser ces ressources-là pour engager les formations. Et des fois, le patron de presse. Et ça, c'est vrai que c'est un enjeu difficile à voir pour les journalistes. Mais vous avez un journaliste qui produit un article d'une, 2 pages sur l'éducation civique. Le patron a à côté un article politique d'une, 2 pages, mais qui lui rapporte des ressources. Mais juste peut-être une colonne pour un message. Un encart. Oui, je pense que... message ou bien une petite bande sur les radios ou la télévision. Je pense que c'est un travail continu, permanent, que nous devons faire. Appeler peut-être les immigrants à ne pas insulter les gens dans la rue, appeler à ne pas violer les feux tricolores, ne pas cracher dans la rue, ne pas se moucher et de jeter le papier dans la rue comme ça. Est-ce qu'il faut attendre toujours des actions, par exemple, du CONAP avant de le faire? Non, c'est ça que je dis, que chaque média à son niveau a une responsabilité individuelle. Nous sommes une organisation de patrons et par thématique que nous estimons importante, nous mobilisons les ressources pour faire soit des actions de formation, des actions de sensibilisation, des appuis aux médias. Et comme vous le dites, nous avons estimé que la thématique de la formation civique est importante. Et nous avons demandé aux médias de le faire. Certains le font, mais pas tous. La majorité ne le fait pas. Et quand nous faisons le diagnostic, c'est que les journalistes, les patrons de médias estiment que même pour mettre ce genre d'encart, il faudrait qu'ils aient une ristourne, sinon ils préfèrent mettre une encart publicitaire. Et ça, c'est une réalité. C'est vrai que ce ne sont pas forcément de gros moyens qu'ils demandent, mais ils demandent un appui, ils demandent même que le journaliste qui se charge de ça soit mieux outillé. Et pour ça, vous savez, quand on tourne sur ces questions-là, derrière, il y a toujours le financement. Je pense que le ministère a mis en place, il y a quelques mois, déjà un programme qui permet un certain nombre de médias. Un projet d'accompagnement des médias sur la formation civique. Et les médias qui sont éligibles à ce projet-là sont engagés dans la lutte. Et donc, nous avons avec le ministère discuté de la possibilité de l'augmentation de cette enveloppe-là pour que plus de médias puissent participer à ça. Alors, parlant de la crise liée au coronavirus, quelles sont les perspectives pour une presse plus forte
après le Covid-19? Pour une presse plus forte après le coronavirus, vous savez, ça fait partie d'un diagnostic que nous avons posé bien avant le coronavirus. Le coronavirus ne vient que ralentir la marche que nous avons enclenchée. Et nous pouvons saluer déjà que le fait qu'il y ait un nouveau code de la presse et de la communication. Et à ce nouveau code de la presse et de la communication, je pense qu'il faudrait très rapidement la mettre en œuvre de manière efficiente, prendre les décrets d'application, ajouter tout ce qu'il faut. Et il faudrait aussi plus de formation. C'est pour ça que le CONAP est engagé dans une grande action de formation des médias à travers des formations diplômantes, mais également des formations certifiantes, mais également à la revalorisation de l'image des médias. Parce qu'un de nos constats, c'était que les médias togolais n'avaient pas véritablement bonne presse au sein de la population. Et donc, pour nous, au niveau du CONAP, l'essentiel, c'est la formation. La formation et le renforcement des entreprises de presse. Parce qu'il y a cette mutation aussi des organes de presse vers les entreprises de presse qui doivent s'organiser. Et une fois que cette mutation sera faite, il faudrait renforcer les moyens des journalistes. Parce que comme le disait pour ironiser un journaliste il y a quelque temps, tous les journalistes sont au fait des règles éthiques et déontologiques. Mais si les gens ne les respectent pas, des fois, c'est pour des raisons pécuniaires. Et donc, une fois que le journaliste est bien outillé, bien formé, et donc nous savons que n'importe qui ne peut plus se targuer d'étudier journaliste sans avoir une formation de base préalable, et que ensuite les médias sont des entreprises véritablement viables qui payent de bons salaires à leurs employés, qui, au-delà des salaires qu'ils payent à leurs employés, ces employés-là sont déclarés à la caisse, bénéficient d'une couverture assurance et tout. Ces employés-là peuvent faire un travail de qualité et ça peut améliorer. Mais c'est une marche que nous sommes en train de faire. Les moyens sont limités, mais nous faisons le maximum pour atteindre nos objectifs. Alors, pour finir, quel est votre message aujourd'hui à l'endroit de ceux qui nous écoutent, également à l'endroit des gouvernants? Mon message à l'endroit de ceux qui nous écoutent, c'est que le coronavirus est réel et qu'il faut en tout temps, en tout lieu, respecter les gestes barrières. Le message que j'ai à l'endroit des gouvernants, c'est de penser à la presse. Il y a un fonds de 400 milliards qui a été mis en place. Nous, au niveau du CODRAM, nous espérons que le gouvernement va pouvoir décaisser ne serait-ce qu'1% pour accompagner la presse pendant cette période délicate. Merci beaucoup, Marc Aboflan, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du CONAP, Conseil national des patrons de presse du Togo. Ainsi s'achève cette émission Instant Covid-19. Je suis Edwige Apedo. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Rémi Moupati et Eli Atiko ont assuré la mise en onde. À très bientôt.